créatif. Donc, comme je le disais, on va voir les métiers liés à l'IA, l'impact de l'IA sur les autres métiers. Euh, L'IA est l'idée d'un revenu universel, ce qu'est le prompt engineering, et à la fin, il y aura l'atelier créatif. Ce sera juste une discussion. OK. Donc, la dernière fois, nous avons vu un certain nombre de choses et à la fin, on avait vu un framework euh, qui pourrait nous servir lorsqu'il s'agira de créer une solution IA de A à Z. Et comme premier point, on avait dit qu'il fallait bien définir l'objectif. Donc, identifier un problème, définir exactement ce qu'on veut faire. Ensuite, collecter et préparer les données qu'il va nous falloir pour résoudre ce problème. Choisir ensuite l'algorithme approprié. Quel algorithme d'IA il nous faut utiliser pour pouvoir résoudre ce problème-là. Entraîner le modèle en question, lui apprendre à soit classifier ou bien à prédire des choses. Évaluer le modèle, c'est-à-dire essayer de voir si avec ce modèle-là, on a de bonnes performances. Est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au début? Mettre le modèle en production, c'est-à-dire euh, faire confronter notre modèle d'IA avec la réalité, avec des utilisateurs réels. Et le dernier point, c'est suivre et optimiser les performances. Parce qu'une fois que l'IA est en production, beaucoup de choses peuvent se passer, des données peuvent changer, donc il va falloir, par exemple, réentraîner cette IA-là. Donc, on commence maintenant avec les métiers liés à l'IA. Quand on parle de métiers liés à l'IA, je ne sais pas si, à part le terme IA, AI Engineer, je ne sais pas si quelqu'un ici a des idées d'autres métiers liés à l'IA. OK. Donc, OK, machine learning. Merci, monsieur Komna, mais c'est pas un métier. Il y a le métier de machine learning engineer, mais quand on dit machine learning, c'est pas directement un métier. Donc, on va d'abord parler du métier de data analyst. Donc, typiquement, quand on parle de métiers liés à l'IA, c'est d'abord des métiers liés au domaine du traitement de la donnée, du traitement de la donnée, tous les métiers liés au traitement de la donnée, puisque sans, comme on l'a répété plusieurs fois déjà, sans IA, on n'a pas de données. Donc, le métier de data analyst, c'est quoi? Le data analyst, il transforme les données brutes en insights exploitables pour aider à la prise de décision business. Il se concentre sur l'analyse descriptive et la création de rapports. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se concentrer sur tout ce qui est création de modèles. Donc, en général, c'est un pur statisticien. Donc, quelqu'un qui va travailler avec des outils comme SQL, Excel, Power BI pour faire des dashboards et des librairies comme Pandas, Matplotlib pour l'analyse statistique des données. Donc, on va voir un exemple ici. Quand on prend ce problème-là, par exemple, une ONG de santé communautaire au Burkina Faso distribue des moustiquaires chaque année. Mais certaines localités reçoivent trop de moustiquaires, alors que d'autres en manquent. Donc, le data analyst, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il peut récupérer les tableaux Excel des campagnes précédentes, quantité envoyée, zone desservie, nombre de foyers. Il va nettoyer ces données-là, faire des regroupements, puis créer des visualisations simples, des graphiques. Donc, en croisant avec les données de population, il peut découvrir qu'on a surévalué certains villages et oublié d'autres. Donc, grâce à lui, la prochaine distribution est mieux planifiée sans gaspillage. Donc, il ne crée pas de modèle, comme je l'ai dit précédent, il ne crée pas d'IA directement, mais lui il va expliquer ce que disent les données et elle à prendre des décisions éclairées. On passe maintenant au métier de data scientist. Le data scientist utilise des méthodes statistiques avancées du machine learning pour extraire des patterns complexes et créer des modèles prédictifs.
Il combine expertise technique et compréhension métier. Donc, lui aussi, c'est en général un statisticien avec d'autres compétences en informatique. Il va utiliser des librairies comme Python, des librairies de machine learning comme Scikit-learn, travailler dans des Jupyter Notebook, des notebooks, utiliser également des librairies comme TensorFlow et PyTorch pour pouvoir créer des modèles d'IA, de machine learning. Quand je prends par exemple cet exemple, je définis un problème. Une coopérative oléicole dans la région de Fès-Meknès au Maroc, voilà, qui veut anticiper sa production annuelle d'huile d'olive. Mais d'une année à l'autre, le rendement varie fortement à cause du climat, sans que l'on ne comprenne toujours pourquoi. Qu'est-ce que Data Scientist peut faire ici? Il peut récupérer les données historiques de rendement par parcelle, comme par exemple la quantité d'olives récoltées, croisées avec les données météo, les types de sol, le calendrier de taille et d'irrigation, et même les images satellites. Il entraîne le modèle de machine learning capable de prédire le rendement de la prochaine campagne selon les conditions climatiques prévues. Résultat, la coopérative peut anticiper sa production d'huile d'olive, mieux gérer ses stocks, adapter ses pratiques agricoles à temps et négocier plus efficacement avec les acheteurs locaux ou à l'export. Donc, le data scientist utilise des algorithmes pour prédire, optimiser et automatiser des décisions stratégiques. Donc, ce qui a été ajouté ici techniquement par rapport au travail du data analyst, c'est les modèles de machine learning. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire tout ce que le data analyst fait, mais en plus, il est capable de créer des modèles d'IA. Nous avons maintenant le métier de data engineer. Le data engineer, lui, conçoit et maintient l'infrastructure nécessaire au stockage, au traitement et à l'acheminement des données. Il assure la disponibilité et la qualité des données pour les autres équipes. Il utilise des outils comme Apache Spark, qui est un outil qui sert en big data, qui sert à traiter euh, rapidement de gros volumes de données. Apache Airflow, qui est utilisé pour automatiser la collecte quotidienne de données. D'autres outils comme Docker, Kubernetes et les plateformes cloud. Je prends cet exemple-là, un nouveau problème. Une startup au Nigeria développe une app mobile pour connecter vendeurs de marché et clients urbains. Mais les données de commande, de paiement et de géolocalisation s'accumulent dans tous les sens. Impossible d'y accéder proprement. Donc, qu'est-ce que le data engineer peut faire ici? Il va concevoir ce qu'on appelle un pipeline de données, c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles hum, on peut récupérer la donnée, la nettoyer, la traiter. Donc, il va automatiser la collecte depuis les téléphones, structurer ces données-là dans un dépôt central, nettoyer les données, les rendre disponibles à l'équipe technique. Il installe des outils d'orchestration, optimise les bases pour qu'elles soient rapides et assure la sécurité des données personnelles. Donc, lui, il fait une analyse comme le data analyst. Il ne va pas faire d'intelligence artificielle proprement dit, mais c'est lui qui organise et alimente toute l'infrastructure data. Sans lui, rien ne tourne. Donc, il y a une synergie entre ces trois métiers-là. Donc, ils vont travailler ensemble. L'ingénieur va fournir les données propres. Le data scientist va créer l'IA intelligente et l'analyste explique ce que tout cela signifie pour le business. Maintenant, on peut retrouver des profils qui euh, combinent euh, deux ou ou les trois en même temps de ces compétences-là. Du coup, si c'est que vous avez un projet qui nécessite de la data et de l'IA, vous avez une idée des trois premiers profils, bien les trois profils les plus fréquents que vous devez chercher pour vos projets. La montée du métier de data engineer. Donc, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que quand tout ça a commencé et que le mot data scientist a été inventé, c'était aux environs des années 2012. Il y a un magazine qui s'appelle Harvard Business Review
et il y avait un titre qui était sorti, Data Scientist, the sexiest job of the 21st century. Donc, le métier, en gros, le métier le plus sexy du 21e siècle, c'était le métier de data scientist. Donc, le data scientist était vu comme le héros de l'ère numérique. C'était un peu, à cette époque-là, c'était un peu l'époque où il y avait de plus en plus d'abonnés au niveau des réseaux sociaux. Donc, au niveau des grandes boîtes, la quantité de données, devenait de plus en plus grande. Et donc, le data scientist était vu comme un héros, celui qui collectait, analysait, prédisait, automatisait. Les entreprises voulaient toutes faire de l'IA avec lui. Donc, tout le monde voulait faire de l'analyse de données. Euh, le métier de data engineer proprement dit n'était pas vraiment très sexy. Mais on a vu que sans données propres, rien ne fonctionne. Et aujourd'hui, les entreprises ont compris une chose simple, pas de modèle fiable sans données bien organisées. Donc, 80% du temps, un data scientist est souvent perdu à nettoyer, restructurer ou chercher les données. Beaucoup de projets IA échouent, non pas à cause du modèle, mais à cause du chaos qu'il y a au niveau des données. D'où l'importance du data engineer, qui est un peu comme le plombier, l'architecte et le gardien de la donnée. C'est lui qui bâtit les fondations de toute la stratégie. Donc, l'image qui est là exprime bien ce qu'on est en train de dire. Et puis, on a un autre métier qui est le métier de Machine Learning Engineer ou MLOps Engineer. Donc, d'où vient la problématique du, du MLOps? En 2009, il y a Netflix qui a lancé une compétition euh, pour créer un algorithme de recommandation, un modèle de recommandation. Et le prix, c'était d'1 million de dollars. Donc, les équipes se sont formées, les gens ont commencé à travailler, ils ont proposé des solutions, et voilà là l'équipe qui a gagné. Sauf qu'on a remarqué que le modèle qu'ils ont fourni à la fin, le modèle d'IA qu'ils ont fourni, était euh, assez compliqué. C'était pas un modèle simple et ils n'ont jamais pu, au finish, déployer ce modèle-là en production. Donc, quelque part, ils ont perdu du temps, ils ont organisé une compétition, ils ont perdu aussi de l'argent. Donc, le modèle n'était pas vraiment adapté aux contraintes techniques de Netflix. Donc, il y a de plus en plus d'autres entreprises qui ont commencé à faire ce genre de constat, qu'ils embauchent un certain nombre de scientifiques, des mathématiciens, des gens qui sont vraiment très bons, mais qui font vraiment le travail du côté théorique. Donc, théoriquement, ils arrivent à créer de jolis modèles, des choses qui marchent sur l'ordinateur, mais en général, intégrer ça à une app, à une application ou un système, un site web, tout ça, c'était difficile. Nous avons également la problématique du data drift, qui signifie changement de données dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que le modèle est créé, si on arrive à le mettre en production, euh, il se pourrait qu'avec le temps, le comportement des utilisateurs change par exemple. Ou bien, si c'est un modèle basé sur l'imagerie satellitaire, s'il y a changement de saison et tout ça, euh, la distribution des données qui ont été utilisées pour l'entraînement changent. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que le modèle qui est en production ne peut plus bien fonctionner. Ce qui signifie quoi? On peut pas créer un modèle d'IA, le laisser en production de manière éternelle. Il faut faire un suivi, il faut revenir, le réentraîner. Et les data scientists qui avaient dans le temps n'étaient pas vraiment euh, des experts en la matière. C'était surtout des développeurs classiques, des gens qui font tout ce qui est développement de sites, qui étaient chargés de, de mettre les modèles en production, de faire tout ce qui est versionnage, pipeline d'entraînement, etc. Et ils ne maîtrisaient pas bien la chose. Du coup, c'est ça qui a suscité
la création d'un domaine entier qu'on va appeler le MLOps, Machine Learning Operations, qui va regrouper l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, le MLOps Engineer, c'est un peu le pont entre le modèle d'IA et le monde réel. Il inspire des pratiques DevOps, il s'inspire des pratiques DevOps, mais pour les modèles de machine learning. Donc, quand on parle de DevOps, c'est quoi concrètement? C'est tout ce qui concerne la mise en production d'applications ou de sites web. Donc, en général, quand les développeurs finissent de créer leurs applications sur leur PC, tout ce qu'ils font pour pouvoir mettre ces applications-là, pour pouvoir vous rendre accessible ces applications-là, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Donc maintenant, quand on rentre dans le cadre de l'IA et du machine learning, il faut mettre, si c'est plus un site, il faut mettre en production, c'est un modèle d'IA, il faut mettre en production. Donc tout ce qui va concerner la mise en production de ces modèles-là, on va appeler ça MLOps. Donc les missions principales sont le déploiement de modèles, à travers des API en cloud ou bien en edge sur des microcontrôleurs, automatisation de workflow, suivi des différentes versions des modèles en production, monitoring et alerte. Par exemple, s'il y a data drift, s'il y a changement de distribution de données, voilà, il faut envoyer des alertes pour que le modèle soit réentraîné, etc. S'assurer de la sécurité et de la fiabilité, gérer les accès, la reproductibilité, la scalabilité. Rétro-ingénierie, c'est-à-dire réentraîner si les performances baissent ou si les données changent, donc en cas de data drift. Donc, c'était un peu ça globalement sur les métiers liés à l'IA même. Maintenant, on va parler de l'impact de l'IA sur les autres métiers. Donc, premièrement, l'IA et les métiers, une révolution dans le travail. Tout au long des deux premiers cours, on a assez parlé des applications et au niveau du cours de la dernière fois, on a vu comment l'IA transforme généralement l'ensemble des métiers. Donc, c'est surtout au niveau de l'accélération des tâches lourdes, manuelles et chronophages, ce qui permet aux humains de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Donc, ici, je donne un petit exemple. Un agent immobilier au Sénégal utilise une IA pour générer automatiquement les annonces à partir de 3 photos, répondre aux messages fréquents des clients, détecter les tendances de prix du quartier. Il gagne du temps et peut se concentrer sur les visites, les négociations et la relation client. Donc, il se concentre sur ce qu'on appelle souvent euh, le cœur de métier, son cœur de métier. Ce pourquoi il est réellement agent immobilier, c'est faire des visites, des négociations, tout ça, être en contact avec les clients. Euh, mais maintenant, on remarque qu'avec l'IA, une personne peut faire le travail de 5 personnes. Donc, d'un côté, l'IA a des avantages parce que ça nous soulage pour beaucoup de choses. Ça facilite le travail, mais par voie de conséquence, ça fait qu'on n'a plus besoin d'autant de personnes pour faire un certain nombre de tâches. Donc, ça crée clairement une pression sur l'emploi dans certains secteurs. On a moins besoin de personnel, donc des risques de restructuration ou d'exclusion si les travailleurs ne sont plus formés. Du coup, tout ça nous emmène à poser la question, est-ce que l'IA va nous remplacer avec tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, à travers tous les métiers, tous les changements qui sont en train d'être opérés. Donc, j'ai mis ici d'abord, oui, pour certains métiers. Donc, il y a des métiers qui sont en griffe faciles et qui sont destinés à disparaître. Donc, tout ce qui est caissier, téléconseiller, saisie de données, tous ceux qui travaillent par exemple dans les call centers, tout ça, répondre aux clients et tout. Il y a de plus en plus des IA qui sont capables de faire ce genre de trucs. Donc, ce sont des métiers qui sont 100% remplaçables par un système d'IA. Mais d'un autre côté, euh, il ne faudrait pas non plus s'alarmer parce qu'il y a d'autres métiers comme
enseignants, comptables, juristes, artisans, agriculteurs. C'est vrai que dans les autres domaines, euh, l'IA joue de plus en plus un grand rôle, mais ça ne pourra pas, en tout cas, pas d'ici demain, remplacer complètement ces métiers-là. Au contraire, il y aura un genre de renforcement ou un genre de transformation. Donc, si l'humain peut maîtriser un certain nombre d'outils, il ira vite et il va mieux faire son travail. Donc, on remarque également que les métiers de bureau sont touchés. Donc, avant qu'on parlait d'IA, c'est vrai, on avait tendance plus à penser euh, à des robots, au remplacement du travail manuel, au fait. C'est ce qu'on pensait. On pensait à ça premièrement. Et donc, les gens qui travaillaient, euh, disons, dans les bureaux et tout, ne se sentaient pas trop, ne se sentaient pas trop menacés. Donc, avec ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est peut-être les métiers de bureau qui seront les plus touchés, euh, qui seront les plus touchés premièrement, en fait. Parce que tout ce qui nécessite aujourd'hui un ordinateur avec le développement, par exemple, des agents, tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur aujourd'hui, euh, l'IA peut se charger de ça. Que ce soit le coding, que ce soit tout ce qui est, je ne sais pas, Excel, tout ça, l'IA peut, l'IA peut gérer ça. Donc, on remarque que c'est plutôt les métiers comme plombier, électricien, chauffeur, qui sont un peu plus protégés, en tout cas pour le moment, parce que la plupart des IA qui sont créés actuellement ne savent pas encore bien interagir avec euh, le monde physique. En gros, c'est pas demain, vous allez voir une IA, euh, ça va sûrement arriver, mais une IA plombier qui va venir à la maison réparer les problèmes de plomberie. C'est pas pour tout à l'heure. Donc, j'ai fait ici un zoom sur l'impact de l'IA sur le métier de développeur. Donc, quand je parle de développeur ici, je veux parler de tout ce qui concerne le code, tout ce qui concerne développeur web, développeur d'applications, mobile, etc. Euh, il y a de plus en plus d'outils qui sont créés pour leur faciliter la tâche, mais on remarque également que ce qu'on remarque, c'est que une bonne partie de ce qu'ils faisaient, euh, il y a plein d'outils qui peuvent gérer ça assez facilement. Donc, de ce côté, par exemple, on a l'exemple de Replit. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller juste écrire un peu ce que vous voulez comme site, que ce soit un site de portfolio, une page de vente, etc. Et en quelques minutes, euh, le site est créé pour l'instant. Donc, l'IA ne remplace pas le développeur, mais elle change complètement la donne. Donc, les outils, j'en ai déjà parlé. Un développeur aujourd'hui peut coder 5 à 10 fois plus vite. Un non-développeur motivé également peut créer un prototype MVP sans équipe technique. C'est comme ce que je vous disais la dernière fois. Aujourd'hui, si vous avez une idée de start-up dans votre domaine, vous n'êtes plus forcément obligé d'aller chercher quelqu'un qui fait du code. Vous pouvez déjà commencer à prototyper en utilisant ces outils-là et essayer de voir un peu ce que ça donne au début. Euh, Utilisez peut-être le premier, la première instance d'application que vous avez pour aller lever des fonds quelque part et après vous allez embaucher des développeurs. Donc, ce que ça change concrètement, c'est un peu ça. Il fallait savoir tout coder avant. Maintenant, on peut déléguer jusqu'à 70% à une IA copilote. Lancer un projet tech. Avant, s'il fallait 5 développeurs. Maintenant, il faut juste peut-être une personne, une API, des LLM. Et on a notre MVP en une semaine, en moins d'une semaine même, je dirais. Le code était le cœur du métier. Maintenant, c'est la compréhension du besoin et la logique métier.
Donc, si vous, vous êtes déjà dans votre métier, vous maîtrisez déjà votre métier, vous êtes là peut-être depuis 5 ans, euh, et vous savez décrire vos besoins, normalement, c'est suffisant pour pouvoir faire euh, un site qui répond à tel ou tel problème aujourd'hui. Donc, le métier de développeur évolue plutôt vers des trucs comme concepteur intelligent, c'est-à-dire poser le bon problème, structurer la solution, euh, vérificateur relecteur, détecter des bugs, hallucinations, failles, etc. Responsable de qualité, sécurité, éthique, performance. Donc, dans tous ces trois exemples, par exemple, euh, il n'y a pas vraiment du coding pur comme avant. Donc, mais attention, ce nouveau pouvoir attire la foule. Donc, ça veut que faire des applications aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus accessible, c'est quelque chose de plus en plus facile. C'est vrai que l'informatique, en tout cas tout ce qui est coding, euh, il y a 5 ans ou 10 ans, tout le monde disait que voilà, il faut aller dans l'informatique, il faut aller dans l'informatique, il faut devenir développeur, tout ça. Peut-être que d'ici 2 à 5 ans, ce sera vraiment un domaine saturé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'offres, il y aura des offres, mais euh, peut-être que les salaires vont beaucoup diminuer, au fait. Puisque s'il y a des gens euh, s'il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent la même chose, voilà, les salaires diminuent. Le développeur de demain, ce sera plutôt un stratège augmenté, capable de bâtir vite, vérifier fort et collaborer avec l'IA au lieu de la craindre. Du coup, on peut se poser la question, que faire face au risque d'être remplacé par l'IA, puisque tout le monde est concerné aujourd'hui. La première des choses, c'est continuer à se former en permanence. L'IA évolue vite. Ce n'est pas ton diplôme qui te protège. Il y a des gens ici qui sont en train d'étudier des métiers, mais d'ici à ce qu'ils aient leur diplôme, peut-être euh, il y a des IA qui vont apparaître et qui pourront résoudre la majorité des problèmes pour lesquels ils ont été formés. Donc, il faut vraiment être euh, alerte, flexible. Donc, il faut miser sur des compétences difficiles à automatiser. Donc, on a vu que la clé euh, côté IA, c'est l'automatisation. Si dans ton métier, euh, tu fais quelque chose que l'IA peut vite reproduire et que tu es en danger. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'IA ne sait pas encore faire? Donc, en général, ça va concerner la créativité, tout ce qui est relations humaines, connaissance du terrain local, jugement dans des situations floues ou imprévues, des situations où on ne peut pas confier toute la décision euh, à l'IA et où il faut de l'expérience humaine, en fait. Donc, ce sont des compétences hybrides qui feront la différence. Donc, et si tu étais celui qui créait l'IA qui remplace ton métier? Donc, ça, c'est pour les gens qui, au lieu d'attendre euh, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre quelque part crée un outil pour venir changer ton métier à toi, si toi, tu es déjà assez expérimenté, je ne sais pas, tu observes ton métier, tu regardes les tâches chronophages, ce qui prend du temps, tout ça, tu peux commencer à réfléchir à un outil pour faciliter les choses. Donc, si ton métier est destiné à disparaître, autant que tu sois la personne qui crée l'outil pour disrupter ton domaine. Donc, c'est un peu ça l'idée du point 3. Le point 4 concerne l'agilité qui est supérieure à la spécialisation. Donc, dans le monde qui arrive, savoir t'adapter rapidement vaut plus que rester le meilleur euh, dans une seule chose, au fait. Donc, il faut apprendre à apprendre, travailler avec l'IA, pas contre l'IA. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'IA. Ceux qui sont en train de dire que que ça ne nous fait plus réfléchir, attention. Deviens généraliste stratégique avec une expertise locale forte. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour conclure, l'IA ne remplace pas l'humain, elle remplace surtout l'humain figé. Donc, les gens qui ne sont pas prêts à apprendre de nouvelles choses,
l'IA va vous remplacer. Ou apprends à construire, tu seras toujours utile. Maintenant, on va parler de l'idée de revenu universel. Donc, c'est une idée qui germe depuis un moment avec tout ce qu'on voit comme avancée d'IA, avec tout ce qui concerne aussi les gens qui sont renvoyés de leur boulot. Donc, plus les IA sont capables de faire des choses, moins on a besoin de personnel, au fait. D'où l'idée d'un revenu universel. Concrètement, le revenu universel, c'est quoi? Euh, c'est une somme d'argent versée régulièrement à chaque citoyen dans un pays, sans condition, quelle que soit la situation professionnelle ou financière. Ces principes, ces principes clés universels, tout le monde y a droit, riche ou pauvre, inconditionnel, pas besoin de travailler ou de prouver qu'on cherche un emploi, individuel, chaque personne reçoit le montant, régulier et stable, versé tous les mois comme un filet de sécurité. L'objectif, c'est d'offrir à chacun une sécurité financière minimale pour vivre dignement, même si le travail devient rare ou instable. Donc, typiquement à cause de l'IA ou des crises économiques. Donc, pourquoi cette idée est en train de refaire surface au niveau des grands forums, bien du forum de Davos, etc. C'est qu'avec l'automatisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'automatisation par l'IA, de nombreux métiers vont être transformés, voire supprimés. Et voici là, il faut proposer une solution radicale. Un revenu universel garanti pour chaque citoyen sans condition. Donc, si on se retrouve dans une situation où 90% de tout ce qu'il y a comme métier est remplacé par l'IA, ce sera surtout les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui embauchaient beaucoup ne vont plus autant embaucher que ça. Tout le monde va devoir rester à la maison. Donc, c'est dans l'idée là. Donc, c'est ce que les gens ont imaginé. Ils ont dit que, voilà, il faut peut-être donner un salaire minimal à la population, en fait. Donc, quels sont les gens qui en parlent aujourd'hui? On a par exemple Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui défend un système du genre. Au forum de Davos aussi, euh, certains dirigeants appellent à repenser le contrat social. Euh, il y a des expérimentations qui sont faites, qui sont lancées dans ce sens, comme en Finlande. Donc, nous avons des questions qui divisent les arguments pour et les arguments contre l'idée de revenu universel. Un instant. Donc, les arguments pour, c'est quoi? Réduire les inégalités, sécurité de base pour tous, permet d'entreprendre sans peur. Et les arguments contre, les arguments évidents hein, contre, hein, risque de perte de motivation au travail, coût financier énorme. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer à tous ces gens-là? Crainte d'une dépendance sociale. Et surtout, par exemple, qu'est-ce que les gens vont faire à la maison? Est-ce qu'on va passer le temps à profiter de la vie? Est-ce qu'on va pas s'ennuyer, tout ça? Donc, je reviens donc à vous. Qu'est-ce que vous pensez de, de cela? Pensez-vous qu'un revenu universel serait une bonne réponse à l'impact de l'IA sur l'emploi? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste en Afrique? Est-ce que ce sera juste? Est-ce que ce sera durable, mobilisable? Quelle alternative voyez-vous? Donc, on peut prendre 5 minutes et en parler rapidement. Levez vos mains et dites ce que vous en pensez. Si on doit appliquer ça en Afrique, par exemple. Monsieur Komna, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Alors, moi, je ne pense pas que cette idée soit partagée parce que en Afrique, déjà, on manque de technologies nécessaires, je dirais des moyens
pour pouvoir transformer, par exemple, nos ressources locales pour trouver, au fait, des revenus, c'est-à-dire créer des valeurs ajoutées. On n'aura pas les moyens suffisants donc, pour pouvoir prendre cette décision. Donc, tout compte fait, ça ne serait pas possible, ça serait un peu très difficile. Donc, c'est ce que j'ai Oh, à dire. ok. Mais là, c'est l'idée, oui, Bintou. Oui, je vous remercie pour la parole, Monsieur Bernardin. À mon niveau, je pense que il y a une alternative qu'on peut mettre en place au niveau de l'Afrique. Donc, ça serait de réduire, par exemple, le coût du loyer et puis subventionner aussi les aliments de base du pays, faciliter l'accès à l'éducation. Donc, essayer de réduire un peu les dépenses que chaque famille aura à effectuer en facilitant la vie dans le pays de manière générale. Ok, d'accord. Mais là, normalement, c'est qu'on fait l'hypothèse que l'IA est partout dans le pays en question et que l'IA résout déjà la majorité des problèmes, hein. Quasiment peut-être dans quasiment tous les métiers, 90% des métiers, dans 90% des métiers, il y a déjà l'IA qui vient les faire. Donc, c'est un peu dans cette situation-là, on est. Donc, ce que vous avez dit, c'est pertinent aussi. Mais moi, en général, quand on me pose cette question, je pense plus au côté oisiveté, au fait. C'est-à-dire que, à supposer même euh, qu'on arriverait à faire ça, qu'est-ce que les gens vont faire chez eux? Est-ce que ça va pas créer, est-ce que ça va pas créer d'autres vices? Le fait de rester à la maison, je ne sais pas, attendre le salaire de l'État, et ce n'est pas seulement une partie de la maison. Papa, maman, tout le monde est à la maison et puis on attend. Moi, je pense que ça va peut-être créer d'autres fléaux sociaux auxquels on ne s'attend pas, au fait. C'est pour ça que, bon, même quand les gens en parlent, je reste souvent très sceptique à cause de ce genre de questions-là. OK. Bon, maintenant, on va passer au prompt engineering. Ou bien d'autres personnes voudraient parler sur la question précédente. Un instant. Je ne sais pas si d'autres personnes voudraient intervenir par rapport à cette slide-là, à la question qui a été posée. Oui, Oui, c'est bonjour. Marwa, je pense. Oui. Oui, c'est marrant. Bon, moi, je vois que beaucoup de pays africains ont des budgets limités et ils sont dépendants de l'aide internationale, ce qui fait, je pense pas que, il y aura une distribution équitable de ce revenu universel. Et puis, il y a aussi beaucoup de mauvaise gouvernance en Afrique. Donc, tout ça, je pense pas que cette idée de revenu universel sera posée en question. OK. Winnie. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Il y a Marois qui a dit une partie de ce que je voudrais dire par rapport à cela. On est loin de réaliser un revenu universel pour chaque citoyen dans notre Afrique ici, d'autant plus que on n'est pas vraiment structuré. Rien n'est structuré qui peut permettre réellement de contrôler cet investissement-là. Et si jamais il s'avère que, bon, voilà, on arrive à obtenir un budget pour ça, et quel budget? Est-ce que c'est un budget local? J'en doute fort. Ça serait des prêts et encore, ça serait toujours des dettes sur dettes. Donc, comme je le disais, s'il s'avère qu'il y a
un budget qui est prévu pour cela, mieux c'est qu'on crée des centres de formation pour alimenter, équiper, pour que chacun puisse, ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont des projets, de pouvoir investir, pouvoir créer quelque chose avec l'intelligence artificielle, puissent se former. Voilà, c'est ce que je peux dire en ce sens. OK. Monsieur Louis, j'avais vu votre main. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous cette soirée encore. Il faut dire que ce que voilà, la collègue, sinon la grande sœur vient de dire, je pense que c'est ce que j'avais voulu ajouter, hein, parce qu'il faut dire que on ne peut pas tout à l'heure dire qu'on aura un revenu universel. Comme on l'a dit, d'abord, il faut de la structuration et je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore cette structuration dans notre contrée qui est l'Afrique. Aussi, il faut aussi remarquer on n'aura pas vraiment suffisamment de revenus efficaces pour donc répondre à la question. Donc, je pense que c'est sur cette lancée, j'avais voulu vraiment intervenir. Bon, je vais juste m'arrêter. Sinon, ce qu'elle a dit, je pense que ça me va. D'accord. Merci à tous ceux qui ont parlé. Je crois qu'on va avancer parce que il nous reste plus beaucoup de temps. On a encore un peu de. Donc, on va parler un peu du prompt engineering. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça une fois. Depuis l'avenir des nouveaux LLM, des nouvelles plateformes d'IA, on entend parler beaucoup de prompt engineering. C'est quoi un prompt? Un prompt, c'est une instruction ou une question que tu donnes à une IA pour obtenir une réponse. Donc, typiquement, c'est ce que vous tapez quand vous allez sur ChatGPT. Donc, exemple, quand tu dis, par exemple, écris-moi un test, bon, ça reste trop vague, mais bon, ça reste un prompt, il va vous envoyer une réponse, mais c'est pas contextualisé. Mais quand tu dis rédige une biographie de 150 mots sur Thomas Sankara, dans un ton inspirant et adapté à des collégiens africains, c'est une instruction précise. Donc, si on veut pouvoir avoir des réponses de l'IA, si on veut pouvoir bien s'en servir, il faut savoir poser les questions, en fait. Donc, il y a quatre ingrédients pour un bon prompt. La première chose, c'est le rôle. Donc, quand tu veux poser des questions à l'IA, tu peux lui dire de prendre un rôle. Donc, tu lui dis, tu es un journaliste économique, par exemple. Ou bien, si tu veux lui poser une question dans le domaine agroalimentaire, tu lui dis, voilà, tu es un spécialiste du domaine agroalimentaire. Donc, mets-toi dans la peau de tel expert. Le contexte, tu dois donner l'information. Voici le test, source, objectif du public, tout ça. En gros, donner assez d'informations pour que l'IA puisse bien répondre. Il y a la clarté aussi, être explicite sur ce qu'on attend. Écrire un résumé en 3 phrases maximum. Tu peux mettre ça comme contrainte. Voilà. Quand on parle des contraintes même, limiter ou encadrer, c'est pareil. Utiliser un ton formel, pas plus de 200 mots, en français, en anglais, des trucs du genre. Vous voyez de quoi je parle. Donc, la règle d'or, c'est mieux tu expliques, mieux elle répond. Ce qui fait que différentes personnes peuvent venir poser, euh, poser une question, mais la réponse sera différente en fonction de la manière dont la question a été posée. Bon, on de parler de ça, il y a aussi la connaissance, il y a la connaissance métier, il y a la connaissance métier aussi, qui est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on a parlé des développeurs qui sont en train d'être remplacés. Mais en général, on remarque que le rendu n'est pas le même. C'est-à-dire que quelqu'un qui a
2 ans ou bien seulement 1 an d'expérience en coding, il va écrire un prompt en fonction de ce que lui connaît. Donc, celui qui a 10 ans d'expérience va écrire le prompt d'une autre manière, avec plus de détails. Donc, plus lui va donner des détails, plus le rendu sera meilleur. Donc, ça veut dire que l'IA, avec l'avènement de l'IA, ça ne veut pas dire que vous devez laisser, vous ne devez plus vous concentrer et devenir expert de votre domaine. On remarque plutôt que plus tu es expert de ton domaine, plus tu pourras poser de bonnes questions et plus l'IA pourra te servir, en fait. Donc, l'entrée dans différents domaines, aujourd'hui, le pass d'entrée dans différents domaines est facile, mais concernant la qualité du travail, là, il faudra quand même encore de l'expertise, au fait. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter? Hallucination. Donc, vous avez sûrement remarqué que l'IA invente des choses, de faux faits, de fausses citations, de fausses références. Ensuite, tu lui dis de te donner un test avec des références. Il faudra faire attention il faudra faire attention à vérifier aussi les références. Donc, le test peut citer un livre qui n'existe pas, par exemple. Donc, tu peux lui dire de te faire une rédaction. Il va inventer un auteur ou bien il va utiliser un auteur connu. Il prend un auteur connu, mais pour le titre du livre, il invente un titre. Mais toi, en lisant le titre du livre, tu vas dire, bon, l'auteur dont on est en train de parler ici, il peut écrire un livre du genre. Donc, s'il n'est pas rigoureux ou rigoureuse, tu es foutu. Concernant les images, elle peut montrer une capitale euh, au mauvais endroit. Donc, si vous lui dites de générer une image de la tour Eiffel quelque part, il te génère l'image de la tour Eiffel, mais en Espagne, un truc du genre. Donc, la solution, c'est toujours vérifier les réponses si elles doivent être fiables. Une autre erreur, c'est trop de confiance aveugle. Voilà, il y a un assistant, pas une autorité. Elle ne sait pas, elle génère. Donc, c'est pas vraiment l'intelligence. C'est vrai que de plus en plus, les gens parlent de modèles de raisonnement. Ils ont dit qu'ils ont ajouté du raisonnement à des IA comme Claude et ChatGPT, mais faut pas confondre ça avec l'intelligence humaine. Actuellement, on est encore loin de l'intelligence humaine. Et la troisième erreur que beaucoup de personnes font déjà, c'est de partager des données sensibles. Donc, il faut faire très attention à ne jamais donner un chatbot des trucs comme votre numéro de carte bancaire, adresse postale, les infos de santé, les informations professionnelles confidentielles. Surtout au niveau du dernier point, c'est vrai que dans les entreprises, les gens payent pour avoir leur IA privé. Ou bien certaines entreprises essaient aussi de créer leur IA, leur chat GPT ou bien le LLM local. Parce que nous, ce qu'on utilise, le LLM public, on leak beaucoup de données. Si tu es dans une entreprise, par exemple, tu veux résoudre une tâche, si je suppose que tu as un fichier Excel de ton entreprise, tu balances ça à ChatGPT pour que ChatGPT te réalise une tâche, par exemple, sur le fichier Excel. C'est vrai, toi, tu auras ta réponse. Mais tu es en train de mettre ton entreprise en danger comme ça. Tu es en train de mettre ton entreprise en danger parce que tu es en train de leaker des informations peut-être personnelles de ton entreprise. Ok. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut bien choisir votre outil. Donc, quels sont les facteurs techniques que vous pouvez prendre en compte? Nous avons le coût par token. Pourquoi c'est important? Chaque mot généré est facturé. Donc, selon l'IA que vous êtes en train d'utiliser, euh, on va vous facturer en termes de, de nombre de mots, par exemple. Donc, il faut faire attention, il y a des IA qui sont
plus chers que d'autres, des trucs du genre. La vitesse, la latence, temps de réponse utile pour chaque porteur en temps réel. Donc, si vous voulez intégrer le LLM ou bien l'IA en question pour pouvoir répondre à des utilisateurs réels sur votre site web, par exemple, il faut prendre ça en compte, la vitesse et la latence. Il ne faudrait pas que quand l'utilisateur pose des questions, ça prenne toute une éternité avant de répondre. Bande passante, il faut prendre ça en compte pour les images, les vidéos, les audios, les langues supportées. Si vous voulez créer, par exemple, une IA pour les langues africaines, vous n'allez pas prendre ChatGPT, par exemple. Peut-être vous allez devoir recréer un autre LLM ou bien chercher un LLM qui parle la langue, qui comprend la langue sur laquelle vous voulez travailler. Open source vs commercial. Donc, il y a il y a aujourd'hui assez de modèles open source. Si vous voulez travailler avec des modèles open source, vous pouvez choisir des modèles open source. Il y a, quand on prend un truc comme DeepSeek par exemple, je pense que eux, ils sont les premiers plutôt à avoir complètement open sourcé leur modèle et leur code. Je ne sais pas si vous avez essayé DeepSeek. Moi, j'ai essayé. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis habitué à ChatGPT, mais je préfère ChatGPT, Code, Mistral, etc. Parce que des fois, DeepSeek, je trouve que c'est un peu lent pour donner les réponses, en fait. Bon, là, on vient à notre atelier créatif. Donc, c'est surtout un moment de réflexion, en fait. Euh, Je pense on est plus de 20 on est plus de 20 ici. Je l'avais déjà annoncé depuis la première séance. C'est vrai, j'avais dit à la dernière séance, mais bon, on va le faire sur le coup. Je vais vous donner environ 10 minutes pour que vous puissiez identifier une problématique dans votre milieu ou dans votre métier, ou bien n'importe quelle problématique, ce que vous voulez. Euh, voilà, et puis vous essayez de rédiger quelque chose de votre côté. Et dans 10 minutes, on va en discuter. Vous allez lever la main comme vous l'avez fait tout à l'heure et puis on va en discuter un peu. Voir si vous avez pu suivre les différentes étapes du framework, au moins les étapes du début, pour pouvoir résoudre le problème en question. Et on va voir aussi si ce que vous êtes en train d'identifier comme problème, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'on a besoin d'IA pour pouvoir résoudre le problème? Oui, monsieur Louis. Monsieur Louis veut parler. Oui, merci pour déjà la parole que vous m'accordiez. C'était juste une question liée à la présentation au niveau des prompts. Oui. Oui, l'utilisation par exemple de ChatGPT, j'ai constaté que c'est vrai, il faut la précision, mais je constate que plus vous donnez de détails, Oui. paraît-il qu'il s'embrouille. Parce que, et puis, le constat, tu poses une question avec ces mêmes explications, il te donne une réponse. Tu peux encore reposer cette même question, mais il te donne autre réponse différente de, voilà, de la première. Je me demande, est-ce qu'il y aura, bon, peut-être que vous êtes mieux basé dans le domaine, est-ce que ça, c'est un problème lié à notre manière de poser ou c'est bon, c'est un cas général? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives de solutions? Bon, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez posé la question une fois, ou bien plus vous avez donné de détails, plus le truc s'est embrouillé, c'est ça? Oui, effectivement, effectivement. Bon, c'est peut-être la manière dont vous avez posé la question. Et ça dépend aussi. Est-ce que ce sont des questions simples
Parce que c'est pas vraiment, c'est pas un expert en tout, quoi. Donc, D'accord. est-ce que les questions ont été posées? Elles sont des questions simples, elles sont des questions complexes. Et aussi, le fait de ne pas toujours avoir la même réponse, ce sont des trucs qui sont générés au fait. Parce que peut-être vous avez déjà posé la question, ça vous a donné une réponse. Vous avez peut-être ajouté une petite contrainte et vous lui avez dit de vous régénérer la réponse. Mais il donne quelque chose, toujours dans le contexte, mais le test est différent. Il y a ça Oui, qu'on retrouve très souvent, en fait. En fait, c'est le truc avec les algorithmes derrière qui sont des algorithmes génératifs. Donc, c'est des choses qui sont basées euh, sur des probabilités aussi, au fait. Vous voyez? Donc, c'est un d'accord. truc, il y a un côté aléatoire derrière. C'est ce qui permet aussi que vous pouvez demander, vous pouvez poser une question et dire de vous donner 5 réponses à la question, mais formulées différemment. Vous voyez? Donc, ce qui Oui, permet d'avoir une diversité de formulations pour la même question. Je pense que c'est un peu le même process qu'il y a derrière et qui fait que lorsque vous posez la même question une deuxième fois, après avoir ajouté une contrainte, vous avez l'impression que la réponse renvoyée est un peu différente de la première réponse. d'accord. Merci déjà pour votre réponse. Ok. Est-ce que vous avez envie que je retourne sur la slide où j'ai présenté le framework, histoire que vous ayez un peu le framework à l'esprit? On va commencer à discuter à 20h10 de mon côté, hein, donc dans 10 minutes. Ne cherchez pas forcément des trucs trop compliqués. Maintenant, si c'est une idée compliquée que vous avez, ce n'est pas grave. Quand vous allez ouvrir le micro, on va en discuter tous et puis peut-être d'autres personnes même vont vous donner des idées au fait. Euh, Vu qu'on n'est pas aussi allé trop dans les détails techniques, c'était pas un cours de coding. C'est pas comme si on avait créé des IA, on n'aurait pas pu faire ça aussi en si peu de séances. Euh, Si vous arrivez déjà à faire le point 1 et le point 2, c'est-à-dire définir exactement le problème que vous voulez résoudre et identifier peut-être les données, les données qu'il faudra pour résoudre ce problème-là avec l'IA et peut-être les contraintes qu'il y a sur ces données-là. Je pense que c'est déjà bon aussi. Maintenant, si vous pouvez donner une idée de toutes les étapes aussi, c'est pas mal.
Ok, vous êtes prêts? Là, on a fait plus de 10 minutes. Là, on peut faire un petit brainstorming. Vous levez juste la main, je vous donne la parole comme d'habitude. Qui veut commencer? Vous avez besoin de plus de temps. Si vous voulez des idées, vous pouvez aussi poser des questions à ChatGPT, hein. Ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est que vous compreniez réellement, au moment de la discussion, que vous compreniez réellement ce que vous êtes en train de dire. C'est tout. Madame Winnie, vous levez la main, c'est ça? Vous avez la main levée? Oui. Ah, vous fouillez. OK. Bah, je vais devoir désigner, hein. Je vais désigner au choix. Oui, Maryse. Alors, la solution à laquelle j'ai pensé pour mon environnement, ça concerne surtout les gens, les publics, je veux parler des produits, des rues, S'il te plaît, des on ne te reçoit pas bien. Ok, Donc, donc, je disais, c'est bon, vous recevez. oui, on te reçoit. Ok, donc la solution à laquelle j'ai pensé concerne l'installation des lampadaires électriques dans les zones mal électrifiées. Donc, pour parler au problème d'éclairage, je me disais que ça peut être intéressant de faire intervenir l'IA dans la mesure où, par exemple, au niveau de ces lampes, bon, on sait que souvent ces lampes ne sont pas tout le temps allumées, soit par faute d'énergie électrique, ou peut-être, bon, pour différentes raisons. Donc, pour pallier à ça, je me suis dit, pourquoi ne pas installer un système de détecteur de mouvement de telle sorte à ce que ces lampes ne s'allument que lorsqu'une personne passe ou lorsqu'il y a un mouvement de véhicule. Comme ça va permettre aussi de pouvoir économiser en termes d'énergie et aussi installer simultanément un système d'alarme pour pouvoir prévenir les vols. Donc, c'est à ça que j'ai pensé. Et puis, je me dis, bon, comme l'IA, c'est assez développé, les gens n'auront pas forcément l'idée ou les... C'est que c'est un truc qui est bien fait, les gens n'auront pas forcément l'idée de venir voler ou venir trafiquer. Donc, ça pourrait être une solution dans les milieux, dans les milieux ruraux de nos pays. Donc, voilà. OK. Maintenant, je vais te reposer une petite question. Est-ce que tu peux, hmm, en une phrase courte, poser le problème? Tout ce que Ok, tu as dit, ouais. En une seule phrase. je peux dire trouver une solution pour pallier au problème d'électrification dans les cités rurales. OK. Donc, si je me rappelle bien ce que tu as dit que lorsque les individus vont passer au niveau des lampes, les lampes vont s'allumer. Là, Exactement, il y a un système OK, de détection de mouvement. d'accord. Euh, et si je suis à voiture la nuit, je ne me suis pas encore approché de la lampe en question. En partant du principe que c'est un humain qui conduit cette voiture,
Ouais. que le système soit en mesure déjà À une distance. exactement, à une Ok. certaine distance de pouvoir identifier pour éclairer le passage. D'accord. OK. Donc, il faut qu'on identifie que quelqu'un est en train de passer ou bien que quelqu'un a une certaine distance. OK? Exactement. Donc, la question que tu dois te poser après maintenant, c'est comment on fait pour identifier qu'une voiture est en train d'arriver ou bien qu'un humain est en train de passer? Tu as dit détecteur de mouvement. OK. Un détecteur de mouvement assez puissant pour pouvoir détecter OK. en temps et en distance. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'IA pour résoudre ce problème? Je pense que oui, pour pouvoir identifier les visages humains. OK. Est-ce qu'on a besoin d'identifier les visages ou bien on a juste besoin de savoir que c'est un homme? Ça peut être ça aussi, parce que surtout pour ne pas confondre avec les animaux, par exemple, pour qu'il OK. puisse y avoir ces différences-là. D'accord. Identifier qu'un humain est en train de passer. Exactement. OK. Maintenant, la question que je vais poser, c'est quel type de données, de quel type de données on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de données à ce niveau-là? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut identifier, OK. Je pense que ici, c'est que tu dois identifier que soit une voiture arrive, ou soit c'est un homme qui passe, et que tu ne veux pas que le truc s'allume. Quand ce sont les animaux, par exemple, tu ne veux pas que le truc s'allume, ou bien. Mhm. Donc, Oui, tu dois exactement. être capable de faire la différence. Donc, idéalement, moi, je pense qu'il faut peut-être une caméra qui va capturer Le mouvement. des images, voilà, pour pouvoir faire cette détection. Parce que c'est aussi un détecteur de mouvement. Mais quand tu dis détecteur de mouvement, de manière générale en Afrique, en informatique plutôt, il y a des, il y a des détecteurs qui peuvent émettre des alertes euh, quand des trucs passent devant. Sauf qu'en Ok. en général, le truc ne va pas faire la distinction entre euh, si c'est un homme, bien si c'est un animal, tu vois. Donc, Mhm. j'avais posé la question, est-ce que l'IA était vraiment nécessaire à ce truc-là? Donc, si on prend les caméras, on pourra dire oui, c'est nécessaire. Mais si c'est détection de mouvement, tout court, ceux qui font les trucs d'automatisme, bien Internet des objets, tout ça, euh, ils peuvent régler le truc sans IA. OK, c'est très bien. Merci, Maris, pour ton Merci à vous. OK. Une chose en plus, normalement, on doit entraîner un modèle d'IA pour qu'il apprenne à reconnaître telle ou telle chose. OK? Euh, D'accord. donc, on aura besoin de quoi pour entraîner l'IA? Bon, on n'a pas vu les algorithmes, mais quel genre de données, de quel genre de données on aura besoin? Euh, bon, à vrai dire, là, je ne sais pas vraiment, hein. OK. On aura besoin peut-être de plusieurs images d'hommes, ou bien de plusieurs vidéos d'hommes, ou bien de plusieurs vidéos de voitures. C'est bon? Et à chaque fois, on va passer ça à un modèle pour qu'il apprenne à savoir que ça, c'est un homme, ça, c'est une voiture qui Mhm. arrive. Ou peut-être aussi pour qu'il puisse identifier la distance Mhm. et des trucs du genre. C'est bon? D'accord. OK, merci à toi. On va prendre Monsieur Louis. Monsieur Louis, Oui, OK, essayez d'aller un peu vite. Merci. d'accord. OK. Alors, merci déjà aussi pour la parole. Moi, c'est dans le domaine de l'agriculture. OK. Ouais, je me suis dit, par exemple, en Afrique,
généralement, on n'a que 2 saisons. Est-ce que ça ne serait pas possible de faire une contre-saison et ce contre-saison, le faire, mais le faire de façon automatique, sans, voilà, parce qu'on ne pourra pas maîtriser la pluviométrie, à quel moment il faut engraisser tout ceci. Donc, pour dire que l'objectif ici, c'est de mettre en place une IA intelligente, bien sûr, qui va donc prévoir la sécheresse, qui va donc réduire les effets toxiques, c'est-à-dire des maladies, qui va permettre de détecter des maladies et qui va permettre de prévoir le rendement sur une superficie donnée. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas bien de mettre en place une IA qui va s'en charger déjà si je prends le cas des stades, vous allez vous remarquer que des fois, ils arrosent le stade, mais on ne voit pas l'humain qui est là pour arroser le stade. Peut-être c'est une machine qui s'en charge de déclencher ce mécanisme-là. Je me dis, si on met peut-être en place une IA qui va peut-être gérer ce cas, le moment où la plante a vraiment besoin de l'eau, l'IA déclenche le mécanisme. Le moment où la plante est mature pour peut-être l'engraisser, que l'IA aussi nous alerte pour cela. Le moment que peut-être la plante a, ou bien le champ en question a des maladies, que l'IA détecte cela. C'est là que je me suis donc mis en idée de la contre-saison parce que ça pourra peut-être améliorer la productivité dans notre domaine de l'agriculture. Ok, ok. C'est une bonne idée. Je pense que je comprends un peu ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du monitoring de plantes en agriculture. C'est-à-dire surveiller une plante, essayer de voir le stress hydrique, par exemple. Quand il faut Oui, donner de l'eau, donner de l'eau. Quand il faut donner des nutriments exacts, il faut donner des nutriments. Il ne faut pas donner trop de nutriments à la plante. Il merci. faut donner exactement la Oui, quantité d'eau, la quantité de nutriments dont la plante oui, a besoin. Et la troisième chose, ce sont les maladies. C'est ça, hein? effectivement. Voici, ok, intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est quelque chose bon, qui se fait déjà de plus en plus. Donc, la question qui va suivre maintenant, c'est euh, pour réaliser ce que vous êtes en train de dire, selon vous, quel type de données il faut? D'accord, merci. Donc, d'abord, une première question. Est-ce que c'est la même IA qui va faire tout ça, les trois choses? Oui, au départ, je me dis, si c'est la même IA qui le Oui. fera, il y aura une logique dans cette prédiction. Parce que je me dis déjà, la sécheresse, le moment de l'engraisser et la détection des maladies. En fonction, bon, je me dis, les trois choses sont en fait liées. Donc, il faut que ça soit Ok. une même IA. D'accord. Disons que ce sera une IA multimodale qui sera capable de faire plusieurs trucs. OK? Oui. D'accord. Bon, on est en train de discuter idées, hein. Oui, oui, De quelles données on aura besoin, par exemple, au niveau pour entraîner une IA, capable oui. de savoir quand est-ce que la plante a besoin d'eau, par exemple, quand est-ce que la plante a besoin de nutriments, de quelles données on aura besoin, exemple. Parlant de données, moi, je me dis déjà pour l'eau, il faut Oui. d'abord connaître peut-être la température, l'humidité du OK. parcelle, OK. voilà, la pluviométrie, Géométrie. oui. Bien. Bon, peut-être aussi prendre en compte le vent, hein. OK. En gros, prendre en compte des variables climatiques locales autour dans le Effectivement, champ ou bien autour de la plante. effectivement, les données, oui, climatiques et Ouais. environnementales. OK, d'accord. Mm. Et concernant le problème de maladie. Mm. Au niveau des maladies, je dirais étudier
l'espace, c'est-à-dire que le champ, en fonction de, bon, c'est-à-dire les insectes, est-ce que oui, les insectes, c'est-à-dire que l'environnement là, voir quels sont, comment je vais dire ça, peut-être, oui, voir quels sont, c'est-à-dire tout ce qui vit, ouais, ok, bon, peut-être je dis de n'importe quoi, hein, tout ce qui vit sur cette parcelle-là et étudier, est-ce que tel insecte, lorsque l'insecte se pose, bon, sur la plante, est-ce que ça ne, voilà, ça n'entraîne pas une maladie? Maintenant, si ça pose ces insectes-là sur cette portion, quel nombre, voilà, occupe ces insectes? Maintenant, et essayer de les classifier. Et bon, je pense que c'est un peu ça. Ok. Hein? Ouais. Bon, en général, ce qu'on fait Oui. dans ce genre de situation, on fait des travaux spécifiques pour des types de plantes. Par exemple, si c'est un champ de piment dans une zone donnée, ou bien de coton, on sait déjà le type de maladie euh, qu'on retrouve sur ce genre de plantes-là en général. OK? Ce sont Oui. des choses connues. Comme vous l'avez dit, euh, des insectes peuvent venir se poser et puis déclencher ces maladies-là. Mais en général, ça ne nous intéresse pas. Ce à quoi on va s'intéresser, ce sont les manifestations de la maladie au niveau de la plante. Peut-être que la plante jaunit d'une certaine manière. OK? Peut-être si la couleur de la plante change, des trucs du genre, ou bien ça attaque peut-être les bouts des feuilles, mais ça attaque pas l'intérieur des feuilles. OK? Donc, ce qu'on va faire dans cette situation, par exemple, c'est prendre un certain nombre de photos des cas de maladie, OK? Et prendre aussi un certain nombre de photos des cas où les plantes ne sont pas malades, OK? Et essayer maintenant d'apprendre à notre modèle à reconnaître ce qui est malade. Quand c'est malade, c'est comme ça. Quand c'est pas malade, c'est comme ça. C'est bon? Oui, parfait. Je pense que c'est bien comme ça. En plus de ça, en général, il y a ce qu'on appelle l'étude de le niveau de gravité. C'est-à-dire quoi? C'est malade, mais on peut toujours récupérer, on peut toujours sauver la plante. Ou bien c'est trop grave, des trucs du genre. Mhm. OK. Donc, merci à vous pour votre. Il y a d'autres personnes qui ont leur main levée. On ira vers. Marwa n'a pas encore parlé. Donc, Marwa est là. Winnie. OK. Oui, je suis là. Marwa d'abord. OK. Bon, pour la solution du projet de Luis, j'ai déjà travaillé sur un tel projet et pour la détection des maladies des plantes, comme vous avez indiqué, ça se fait à l'aide d'une caméra. Il y a chaque maladie, vous avez besoin d'une base de données euh, avec les photos et les noms de chaque maladie ou insecte. OK. Bon, OK. Vas-y. pour mon projet, euh, tant que futur ingénieur dans le domaine des sciences de santé, j'ai prévu que le projet sera sur la création d'une assistante IA pour le suivi médical des femmes enceintes et des nouveau-nés en zone rurale. OK. Pour l'objectif, c'est de créer une IA accessible via téléphone pour suivre la grossesse, que ce soit le suivi nutritionnel, les rappels de vaccins, la détection des risques, offrir des conseils sur les soins aux nouveau-nés, allaitement, symptômes d'alerte et tout ça, et orienter vers des centres de santé en cas d'urgence. Pour le type des données nécessaires, je pense que pour un tel projet, il faudra des bases de données
ouverte. On peut avoir ces bases de données de l'UNICEF ou de l'OMS. Ok. Et, Oui, vas-y. et pour aussi, il faudrait que ces données soient traduites en langue locale pour adapter cela aux utilisateurs. Ok. Et puis, pour le choix de l'algorithme, je disais que un chatbot sera facile à l'utilisation et aussi, il faudra que ce chatbot, il faudra qu'il soit adapté aux langues locales. Parce que ce projet est destiné aux femmes femmes rurales. en zone rurale. Exactement. Et au Maroc, par exemple, aux zones rurales, plusieurs femmes ne savent pas parler en français ou en arabe. Il y a la langue locale amazigh. Et oui, et cela pour tous les pays africains. Et c'est ça pour, Ok, pour le merci. suivi, pour le suivi et l'optimisation. Je pense que qu'un tel projet, il faudra un suivi par des médecins dans la spécialité. Et c'est ça. Ok, merci. Merci à toi. Je te pose une question simple. Donne-moi un exemple de question, ou bien un exemple d'interaction entre une femme enceinte et l'IA en question que tu veux créer. C'est-à-dire que c'est un chatbot, non? Oui, oui. Ok, donc, un exemple d'interaction. Un exemple, peut-être une maman va poser la question, son fils a une température élevée et est-ce que c'est obligatoire de l'amener à un médecin ou c'est normal parce que peut-être l'enfant est en train de, comment dirais-je, C'est que c'est un simple truc, il faut peut-être prendre un petit comprimé, c'est bon, c'est ça? ouais. Bien, d'accord, je vois un peu. Donc, il faudra entraîner cette IA-là sur un ensemble de tests, peut-être dans le domaine de la médecine et aussi des symptômes de maladie et tout, pour qu'il soit réellement spécialisé pour vraiment répondre à ce genre de problème-là. Il faudra aussi faire attention à des problèmes, à la qualité de la donnée, à des problèmes éthiques aussi. C'est important que dans ce projet, il y ait de vrais médecins associés. Parce que si l'IA va dire de prendre tel médicament ou bien donne un conseil qui n'est pas très bon, Ouais, ça peut tuer des gens. OK, mais mhm. l'idée est vraiment très intéressante. On va Merci. passer à Winnie. Winnie? OK. Oui, allô? Oui. Ok, Après, bon, ce sera l'idée, Abdourahman et je pense que c'est le dernier. OK, vas-y. ok, l'idée que moi j'ai, c'est, et on sait qu'en Afrique, on a une faible bancarisation des femmes ou, bon, des personnes qui sont dans les milieux ruraux, particulièrement les femmes. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir des services financiers, des, des services comme des assurances
et bon, peut-être les épargnes, etc. Donc, on pourra créer un assistant et intelligence artificielle qui va euh, donner des informations en langue sur les produits financiers, sur les concepts, toutes les notions ou tous les aspects pour créer un compte, comment épargner, et bon, tout ce qui tourne autour des produits bancaires. Donc, la personne pose des questions, peut avoir des informations, même c'est sur téléphone ou même sur WhatsApp, par exemple, avec Meta, genre un truc comme Meta et AI sur WhatsApp. Là. La personne pose des questions, il peut avoir des informations et qui va lui permettre d'avoir une idée, une éducation sur les, les produits bancaires. Et aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle. On sait que la plupart des personnes qui n'ont pas, de ces personnes en milieu rural là, n'ont pas vraiment des identités officielles, c'est-à-dire une carte d'identité, un passeport ou bien un document officiel, donc qui peut lui permettre qu'il peut utiliser plutôt pour avoir un service financier et bancaire. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour peut-être capter la voix ou bien l'image, la biométrie, voilà, de la personne. Et à travers cela, bon, on peut lui accorder bon, un prêt ou bien il peut accéder aux services financiers. Ok, j'ai entendu. Sur quel type de données votre IA sera entraînée? Et ça serait, en fait, ça serait des données bon, sur majoritairement sur les femmes et tout ce qui concerne les services de banque. Ok. Il y aura quelles données sur les femmes, par exemple? C'est ça, j'ai pas Et enfin, compris. bon, je pense que non, ça ne serait pas les données sur les femmes, mais plutôt les données sur les services Ok, bancaires. ok, d'accord. Voilà, les produits bancaires. Oui. Ok, merci à vous. Monsieur Abdurrahman, Ah, je vois que mon idée n'est pas assez pertinente. si, c'est une idée. Ah, c'est parce que je n'ai pas dit. Ok, ok. C'est une idée très pertinente au fait. Que ce soit comme un chatbot. Je suis désolé. Il fallait que Ok. je dise ça ou bien. Ok, d'accord. C'est une très bonne idée parce que ça va aider les gens aussi dans les milieux ruraux. Concernant le côté biométrique, voilà, j'admire quand même le fait que vous avez pensé à ça parce que c'est aussi un problème dans nos pays, les gens qui n'ont pas de papier et tout. Maintenant, quant à son implémentation, voilà, je doute un peu à ce niveau-là. Ou bien ce sera assez difficile au fait. Hmm. Parce que les D'accord. informations biométriques sont, enfin, c'est quelque chose d'assez sensible. Et il faut Ah oui. que la banque en question aussi veuille prendre le risque de passer par ce genre de Hmm. solution. Mais déjà, Hmm. c'est déjà assez bien d'avoir pensé à une solution, à une solution pour ces gens-là. Et c'est, Mhm. bon, quelle phrase je voulais dire maintenant? Trouver des solutions en Afrique, c'est, euh, les meilleures solutions pour l'Afrique seront trouvées par les Africains parce que c'est nous qui maîtrisons réellement nos contextes, c'est nous qui Ouais. maîtrisons nos réalités. Donc, ce truc que vous venez de dire maintenant, bon, moi, je n'aurais pas peut-être pensé à ça concernant. Mhm. Moi, j'aurais été peut-être un peu plus rigide et j'allais dire, bon, si vous n'avez pas de carte d'identité, c'est que vous êtes, c'est que vous êtes foutu. Voilà. Après, il y a aussi le côté, voilà, euh, le côté local, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci à vous. Monsieur Abdourahman. Merci pour la prise de parole. En fait, moi, j'ai pensé des solutions si c'est possible. Ok, mais allez-y vite parce que le temps.
C'est ton Ok. cas. La première, c'est l'optimisation des vectorisations. En fait, un agent AI qui permet d'optimiser d'autres réseaux routiers ou bien n'importe quel, On ne qui vous permet reçoit de pas bien. faciliter la digitalisation. Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est toujours un peu flou, mais allez-y doucement. En fait, la première idée, c'est un agent qui permet d'optimiser la vectorisation, c'est-à-dire l'automatisation de la digitalisation. Est-ce que vous pouvez être plus clair? C'est-à-dire, en fait, un IA est pré-entraîné qui permet de faciliter la digitalisation des données satellitaires. OK. Donc, Par exemple, vous avez des données satellitaires. OK. Et vous voulez faire oui, quoi? Vous voulez faire quoi sur ces données satellitaires? pour faire la digitalisation plutôt les données de drone. OK. Donc, vous avez des images de drones, c'est Des ça? images de drone. Et, et une Et vous fois, on voulez veut faire une... faire la digitalisation des réseaux routiers ou bien les bâtiments, etc., qui permet de faciliter toute la digitalisation, toute la numérisation. OK. En gros, vous allez prendre des photos de terrain, c'est ça? Peut-être Le une zone terrain, urbaine, effectivement. c'est ça? Oui, exactement. Oui. OK. Donc, vous avez ces photos-là. Après, Après, après seulement on fait en fait, une fois, j'ai participé à un projet où on faisait des digitalisations sur une ville, toute la parcelle et tous les réseaux routiers. OK. En gros, Et c'était très difficile de vous faire allez ça. identifier les routes et délimiter les parcelles, c'est ça? Oui, exactement. La délimitation, oui. OK. D'accord. Et le deuxième projet? Le deuxième projet, c'est la prédiction spatiale, c'est-à-dire une IA qui permet de prévoir l'état urbain, par exemple, ou bien les inondations. J'ai pas entendu. Vous m'avez entendu? Non. La deuxième, c'est la prédiction spatiale. Par exemple, une AI qui permet de prévoir l'étalement urbain. De prévoir l'étalement urbain. OK. Si je suis un investisseur maintenant et je ne comprends pas c'est quoi, je ne suis même pas du domaine spatial, par exemple. Comment je suis censé comprendre? C'est quoi l'étalement urbain? Allô? Oui, il faut utiliser des mots simples, quoi. C'est quoi l'étalement urbain? Parce que là, on a différents profils dans... Vous me recevez? Oui. OK. En gros, c'est quoi l'étalement urbain? Par exemple, en fait, en Afrique, en fait, je suis géomaticien. Oui, Et j'ai compris. l'urbanisation s'avance. Effectivement. Et l'urbanisation s'avance. Oui, Donc, en fait, dans quel côté les villes s'avancent, OK, une AI qui permet de prédire. d'accord. OK, j'ai compris ce que vous essayez, vous êtes en train de dire. Donc, l'étalement urbain, c'est quoi? Aujourd'hui, on a notre ville qui a telle superficie. On veut savoir si dans 5 ans, par exemple, est-ce que la ville va s'étendre en périphérie, spatialement, où est-ce que notre ville sera, par exemple? C'est ça? Et souvent, pour ce genre d'application, on essaye de voir quoi? On essaye de voir, est-ce que la ville, là, elle n'est pas en train de s'étendre dans une zone dangereuse, par exemple? On essaye de croiser ça avec des images de risque d'inondation, par exemple. Ça serait problématique si en faisant la prédiction, on remarque que de plus en plus de gens s'installent dans des zones euh, où il y a risque d'inondation ou bien il y a risque de tremblement de terre, des trucs du genre.
Et ça permet également aux décideurs de pouvoir prendre des décisions, peut-être au niveau des mairies, d'interdire euh, que les gens s'installent dans telle ou telle zone. Donc, c'est intéressant aussi votre application. Hmm, J'espère que, j'espère qu'on a fait le tour et que plus personne ne veut parler. Même si oui, Marie, oui, Marie. OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre participation active. Merci d'avoir bien suivi ça. Donc, notre prochain dernier cours sera le samedi prochain. On va parler des enjeux, on va parler des enjeux éthiques, planétaires, géopolitiques de l'IA. Bonne soirée à tous et à samedi prochain. Bye bye. Merci, bye bye. Ok, merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée.